J'ai accouché d'un enfant mort-né. Je me suis mariée très jeune, je suis tombée enceinte assez rapidement. J'allais avoir 22 ans. Je rentre dans le monde en fait de la maternité, tout ça. Pendant un trimestre, j'attends le bébé, je suis contente, je suis heureuse, je commence à avoir les premiers signes. Je rencontre donc la gynécologue qui, au bout du 3e mois, me fait un examen et elle me dit on trouve des lésions. Et elle me donne pas plus d'infos. Elle commence l'inquiétude. Elle commence à me planter une graine de grosse inquiétude. Elle fait des examens, écouter les battements de cœur, toutes ces choses-là. Tout était, on va dire, normal. Ensuite vient donc l'examen où on est censé mesurer la nuque du bébé pour voir qu'il se porte bien, etc. Donc, quand elle fait l'échographie, elle voit qu'il n'y a pas de nuque. Donc elle dit, il y a un problème. Je fais un courrier, vous allez à l'hôpital Intel, c'est un niveau 3, vous y allez. Et là, on passe d'une joie, mais vraiment une vraie joie, à des questions sans arrêt. Qu'est-ce qui se passe? Mais en plus, elle m'a parlé juste avant de lésions. Tout le monde attend dans la famille cette première écho. Donc du coup, après, il faut répondre à tout le monde. On rentre dans une spirale, en fait, qui fait qu'on se sent pleine de questions, en fait. Et je crois que c'est ça le pire. Ça veut dire qu'on ne sait pas, donc on envisage toutes les possibilités. Elle ne m'a pas dit la suite des événements. Le lendemain, je suis prise en urgence, j'apporte les clichés à la gynéco-obstétricienne de l'hôpital. Elle ouvre à peine la feuille comme ça. Ah bah non, de toute façon, votre bébé, il va mourir. Là, votre bébé, il meurt. Et donc moi, j'écoute comme ça, je dis, mais attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Bah, il n'y a pas de nuque. On voit bien qu'il n'y a pas de nuque, là. Donc, c'est pas possible. Il faut savoir que dans les moments comme ça, on est vraiment sous le choc. On n'a pas le temps de réfléchir, de penser. Attends, avant-hier, j'attendais mon premier enfant. J'étais censée vivre les meilleurs moments de ma vie. Comme dans les films, les échos, on va peut-être voir un peu une forme de visage, d'haricot, quelque chose. Puis là, je suis à l'hôpital, on me donne plein de rendez-vous à la suite. En fait, c'est bizarre, dans les moments comme ça, on obéit. On se rend pas compte, on réfléchit pas. On n'est plus du tout maître de ses émotions. On est tellement choqué que du coup, ah d'accord, rendez-vous. Ah oui, d'accord. Mais on réalise pas du tout ce qu'on est en train de vivre. Donc le lendemain, sage-femme et gynéco-CHU avec un gobelet, avec des cachets. Voilà, tenez le gobelet caché, on vous prépare à une interruption maladive de grossesse. Je dis, attendez, je comprends pas en fait. Vous m'avez dit qu'il y avait une mort possible, plausible, mais pourquoi vous dites possible en fait? Ça veut dire qu'il y a une autre possibilité. En fait, moi je suis restée vraiment avec cet espoir-là, hein, vraiment. Ah mais de toute façon, si vous gardez cet enfant, c'est un handicapé lourd, vous vous rendez pas compte, il a pas de nuque. Bah ouais, mais moi j'ai pas vos études en fait, j'ai jamais fait de médecine. Donc est-ce que vous pourriez un petit peu m'expliquer en fait, juste me dire les risques, me dire les choses? Bah non, je dis je suis désolée, je vais pas prendre ces cachets. J'avais vraiment besoin de prendre du recul. Donc ensuite on a fait toute une batterie d'examens. Alors, ils ont les résultats. Il se trouve que c'est une petite fille qui a un syndrome, ce qu'on appelle un syndrome de Turner. Quand c'est XY, c'est un garçon. Quand c'est XX, c'est une fille. Sauf que là, c'est une fille à qui il manquait un X. Donc, c'est une fille qui n'allait jamais avoir de règles, qui allait avoir un problème de croissance, etc. Donc après, je dis, voilà, c'est un syndrome de Turner, ok. Je vais attendre, en fait. Je vais attendre et je vais porter ce bébé. Je voulais pas avorter parce que c'était comme ça pour moi. C'était logique et parce qu'ils m'ont dit qu'il y avait l'espoir de vie, en fait. Les mois passent. J'ai des contrôles très réguliers. Donc je suis tout le temps à l'hôpital. Je suis tout le temps dans des endroits où en fait il y a des femmes qui sont enceintes et tout va bien. Même dans la rue en fait, les gens qui regardent avec un sourire, votre ventre arrondi et vous qui répondez par un sourire en sachant qu'en fait c'est une grande peine. Parce que finalement, on a l'impression à ce moment-là qu'on porte vraiment la mort. Normalement, on porte la vie, un espoir de continuité. Et en fait, nous, on sait que ça va pas être le cas. Et le temps avance, le temps passe. Le ventre grossit, les signes continuent de la grossesse. Et en même temps, chaque jour, on sait qu'on arrive vers quelque chose qui va faire mal, en fait. Je suis quand même à 8 mois. Et arrive un soir où, d'un seul coup, dans la nuit, j'ai une forte douleur au ventre. Ça tire, ça fait mal. C'est très bizarre, j'arrive pas à me lever et tout ça. Ça dure pas hyper longtemps, mais c'est très violent. Vu que ça passe, le lendemain, je vais à l'hôpital. J'y vais pas dans la nuit, j'ai pas envie. Et quand je vais le lendemain, elle fait une écho d'urgence, elle me dit, ah, ça y est, c'est terminé. Il y a plus le cœur, il y a plus de battement, il y a plus rien. Bah d'accord. Je rentre chez moi. C'est très bizarre, c'est très calme dans ma tête. Ça y est, c'est... Voilà, ça devait arriver en fait. C'était le moment. Je me prépare pour aller à l'hôpital.
Donc là, ils vont déclencher l'accouchement parce que le bébé est trop gros. Ça faisait très très mal. Quand on fait un déclenchement, c'est des contractions qui sont artificielles. Donc c'est les plus fortes possibles pour ouvrir le col. Et donc on monte en salle d'accouchement. Et là, on me dit de pousser. Je sais pas comment on pousse. Je sais pas comment on fait en fait. À côté, le père du bébé, allez, vas-y, Maïssa, pousse, vas-y, t'inquiète, ça va le faire, t'inquiète, nana. Et moi, je sais pas en fait. Je comprends pas où est-ce qu'il faut pousser. Je sais pas en fait. Je sais rien. Le truc le plus marquant, c'est d'entendre pas très loin des enfants qui naissent et de les entendre crier. Et quand le moment vient, eh ben, Donc j'accouche, et c'est le silence. C'est le silence. Et c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Parce que c'est normal qu'il y ait un cri derrière. Et là, c'est le silence. Et même dans la salle, c'est le silence. Puis ils me disent, faut pas que vous voyez le bébé, il est trop fort. Mon ex-mari, à l'époque, il voulait aller la voir. Moi, j'ai dit non, je veux pas. Je veux garder une image d'un bébé imaginaire plutôt qu'autre chose. À partir d'un certain terme, il nous appartient. Il est enterré comme on le veut, en fait. Et c'est marrant parce que le bébé, il est né quelques temps après ce délai-là, en fait, pour pouvoir nous appartenir, être dans la lignée, avoir un nom, une sépulture, être sur le livret de famille. C'est important. Dans le cycle de la vie, on n'est pas préparé, en fait, à perdre son enfant. C'est pas logique. Et c'est une douleur qu'on peut pas comprendre, quel que soit son âge. Bien sûr, quand on a des souvenirs avec, la douleur, elle est encore plus présente. Mais en fait, c'est dans sa propre construction, on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. On a l'impression qu'on a failli à quelque chose. On a l'impression qu'on a fait ce qu'il fallait pas pour que l'enfant se développe correctement. Et on porte une culpabilité, on dit c'est pas possible. On dit c'est vraiment de notre faute, c'est nous, qu'est-ce qu'on a mangé, qu'est-ce qu'on a fait. Ça s'est bien passé. Ça crée une vraie tension. Il y avait aussi une forme d'incompréhension. Nos douleurs étaient très différentes. On n'a pas vécu les choses de la même manière. Par exemple, lui, il est parti la voir. Il avait besoin de la voir, il l'a prise, voilà, c'est pas pareil en fait. Mais c'est pas pour ça qu'on a divorcé, puisqu'on a eu 3 enfants derrière. Beaucoup de gens ont dû te voir enceinte, du jour au lendemain plus. Est-ce que ça a été dur, la question? Ouais, c'était vraiment difficile de côtoyer les gens juste derrière, ceux qui savaient que j'étais enceinte. On demande tout le temps comment ça s'est passé, on finit par ne plus avoir envie d'en parler. On développe une espèce de colère quand on voit une femme enceinte. On se dit mais pourquoi j'y ai pas eu le droit en fait? On n'arrive plus à avoir le recul nécessaire qui permet de faire de cette épreuve-là une vraie sagesse. Aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que j'ai 4 filles maintenant. Chacune de mes filles, je les vois comme une vraie chance. Pour moi, c'est toutes des cadeaux, c'est toute une merveille. Regardez la vidéo, à me prendre la confiance après, mais c'est pas grave. Au début, j'ai eu beaucoup d'impréhension à retomber enceinte, mais je me suis dit, il le faut. On a des petites peurs, mais en fait, on se dit, on a vécu le pire. Et j'ai rencontré la meilleure sage-femme du monde qui a accouché de tous mes enfants après à domicile. J'ai plus jamais accouché à l'hôpital volontairement, et c'est la plus belle expérience de ma vie. Cette histoire-là, elle a fait partie de ma construction, et ça fait partie du fait que je suis très reconnaissante d'avoir la chance d'être une maman. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux jeunes femmes qui ont vécu la même chose? Je voudrais leur dire de toujours garder l'espoir. Ça s'arrête pas là. Votre vie de mère, elle s'arrête pas là. Si vous n'arrivez pas à avoir des enfants, vous pouvez adopter des enfants. Il y a forcément une richesse et une sagesse derrière une épreuve, même si sur le moment même, on la comprend pas. On n'est pas fait pour comprendre les choses instantanément. C'est le temps. Moi, aujourd'hui, je parle avec un vrai recul. J'ai 38 ans. Soyez entourés des bonnes personnes. Faites une thérapie pour le deuil, c'est important. Les épreuves, elles sont vraiment là pour nous enrichir. Faut pas s'arrêter là.